something is holding me back. Not anymore. No flow hotter, born like globe shotter. My flow slaughter, I'm new fire in old water. Style lit, I'm stylish, so style this, I get it. Cool, handsome and smooth. That equals Ah, j'adore les nouvelles musiques de cette nouvelle saison. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode, le deuxième de cette deuxième saison de Culture Soccer. On vous le rappelle, qu'il y a une nouvelle saison, dit nouveau programme que je vais présenter juste après mon co-animateur, Anthony de Varenne. Salut Anto, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Bonjour tout le monde. Ça va très bien, merci. Le programme d'aujourd'hui, 3 parties des plus intéressantes. Comme d'habitude, on commence avec un retour sur la deuxième partie de la journée de MLS. Ensuite, pour notre point débat / interview, on sera rejoint par Greg Chavoche, expert lucarne opposé de la Costa Rica, avec qui on parlera des joueurs costariciens de la Ligue. Et finalement, on fera notre petit moment Il était une fois en Amérique pour parler d'une image d'un moment qui nous a choqué ce week-end. Mais sur ce, si tu es prêt Anthony, on va pouvoir commencer à parler de MLS. D'ailleurs, on espère que tu es plus près que ton équipe de Fantasy. Car on va pas se mentir, tu n'as pas commencé très bien cette journée de Fantasy League. Ah non, 5e sur 6, là, mes attaquants ont très bien fait, mais ça s'est gâché en défense quand tu as les membres du Sporting Kansas City et qu'ils ont encaissé 3 buts en 20 minutes. On passe le bonjour à Kansas City FR, qui est le premier de cette Fantasy League. Donc rejoignez-nous aussi, hein. D'ailleurs c'est très sympa et très marrant, ça prend pas trop de temps, et c'est un bon moyen de voir si vous êtes bon en pronostic MLS. Mais donc on va commencer tout de suite et on va pouvoir parler des matchs de ce week-end ensemble, en commençant par le premier qui était entre Columbus et Montréal, dans un stade assez vide comme d'habitude avec le Crew d'ailleurs, qui a l'air de vivre vraiment ces derniers moments de vie. On voit que le mouvement MLS à Austin est en train de prendre de la puissance. Donc dans ce stade qui a plus faible audience en MLS, après une faute d'Edwards sur Aboubakar, Higuaín marque son 50e but en MLS sur penalty. Peu après, Zardes aggravera le score au bout d'un cafouillage dans la défense montréalaise. Piatti va réduire le score d'un de ses habituels coups de folie, avant que Raheem Edwards mette une très belle volée au fond des filets suite à un beau mouvement en pivot. Mais malheureusement, 30 secondes avant la fin réglementaire, ce même Edwards tombe et fait tomber Pedro Santos avec lui, et Zardes score le 3e but pour Columbus sur penalty. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette petite rencontre dans ton Québec natal, Anthony? Oui, bien, là, ça a vraiment été une rencontre en deux temps. Un premier temps pour Columbus, là, en ayant marqué 2 fois dans les 15 premières minutes. Ensuite, en deuxième mi-temps, l'Impact s'est réveillé. On a vu le Piatti des beaux temps. Là, c'est lui qui a transporté son équipe vers l'égalisation. Malheureusement, il y a eu une erreur d'expérience par Raheem Edwards et par Ken Krolicki, qu'on peut voir qui tend la jambe. C'est des erreurs d'inexpérience. Là. Edwards, il a seulement 1 an MLS, et Krolicki, c'est un choix de repêchage. Donc, c'est un peu décevant, mais je crois que c'est dans une défaite comme ça que l'Impact peut grandir là, sous Rémi Garde et tout. Là. C'est un peu dommage parce qu'on s'est dit que c'était les premiers points de Rémi Garde, mais en fait, bon, voilà, c'est un peu raté à cause de ça. Moi, j'ai trouvé que la défense, il y a vraiment des problèmes d'expérience. Bon, j'ai pas envie de dire heureusement, mais bon, c'est peut-être un peu trop d'expérience. Il y a Rod Fanny qui arrive, mais on va voir s'ils arrivent à régler leurs problèmes défensifs. De l'autre côté, Higuaín est vraiment dingue avec Columbus cette année. Il était vraiment le métronome de l'attaque du Crew. J'ai vraiment hâte de voir l'année qu'ils vont faire parce qu'ils ont réussi à mettre sur place une très bonne équipe. Celui que j'aime, moi, c'est Las Aboubakar, le défenseur. Ouais. Là, il a vraiment pris une autre dimension cette année. Là. L'année dernière, il rentrait en fin de match, mais là, cette année, il semble vraiment être un partant là, et il le fait très bien. Ouais, c'est un vrai rock en défense. On va passer ensuite à New England Colorado, qui était un match étonnamment très offensif, malgré le profil des deux équipes qui ont des problèmes de numéro 9. Brad Friedel a enfin joué Rowe et Fagundes. Il est quand même 2 des meilleurs numéros 10 de la Ligue, 3 avec Lewin, et il n'arrivait pas à les jouer ensemble, là il a réussi. Fagundes d'ailleurs a marqué rapidement le premier but. Un des nombreux penalties de cette journée de MLS sera ensuite offert à Colorado. Le goal-turner l'arrête, puis un énorme raté de Jack Price fait qu'il balance le ballon au-dessus des cages. Donc il y a eu quand même cette première victoire de New England, puisque ensuite, malgré que Nicky Jackson
marque un but pour Colorado pour son premier match en MLS. À la dernière minute, il y a un coup franc dévié qui donne la victoire à New England. Personnellement, je trouvais que c'était un match étonnamment très offensif, comme je disais en introduction. Par contre, la défense de Colorado, c'est toujours très 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 moyen. Et on a eu aussi la confirmation que Lee Win pourrait finalement être vendu. Apparemment, Chicago et Montréal sont sur le banc de ceux qui sont intéressés. Donc voilà. Et après, au vu de ce match, New England n'a pas vraiment besoin de Lee Win. Ouais, je trouve pour les deux équipes, là, même pour Colorado, c'est pas un résultat si décourageant parce que je crois qu'ils ont quand même ils ont eu leur bon moment, mais c'est sûr que c'est un peu comme avec Montréal, là, quand tu vois que dans les temps additionnels, un coup de pied, un coup franc, c'est toujours décevant, surtout quand ton mur le fait dévier. Là, c'est décourageant, mais je crois que la nouvelle équipe du Colorado avec Anthony Hudson, là, ils vont sortir grandis de cette expérience, puisqu'il y a quand même quelques jeunes dans cette équipe. On pense à Nicky Jackson, Kurt Ford qui est probablement blessé, mais il y a plusieurs jeunes dans l'équipe du Colorado, malgré les vétérans tels que Tim Howard. Ouais, mais ils ont toujours ce problème de numéro 9. Enfin, pareil pour New England, hein, mais qu'il faudra qu'ils règlent parce qu'en attaque, c'est pas ouf. Moi, je trouve aussi le milieu de New England très bon. Ouais, tu parles de l'expérience de Colorado, mais le milieu avec Ro Fagundes du côté de l'équipe de Brad Fiedel, ça peut faire très mal cette année s'ils arrivent enfin à avoir Ouais, une et attaque. le nouveau Colombien aussi semble très Ouais, je suis un peu son nom, mais c'est pour ça que je l'ai pas dit. Ouais, Penilla. Penny, ouais, voilà, il est excellent aussi. Il a fait un très bon match. Voilà, si est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ces deux équipes? Ben moi, c'est sûr que je comprends pas trop quand tu dis qu'il manque de neuf pour Colorado. Là, quand t'as un joueur comme Jack McBean, t'es bien. Là. Enfin, Jack McBean, quoi. C'est comme. Enfin, je sais pas, c'est comme si tu me disais, ouais, vas-y, j'ai un gardien pour le futur, on va prendre Tim Howard, il va nous faire. Non, non, non. Jack McBean, il est pas. Genre, il est pas. Ouais, c'est pas je veux pas dire qu'il est vieux comme lui, mais je sais pas si c'est un gars qui a beaucoup de bonnes années devant lui. C'est-à-dire que. Non, mais Putain, Alexis, il était pas très bon. je pense que Jack McIlheney, c'est plus de qualité. Il s'est ramassé en USL, donc Ah, ouais. il Non, devrait franchement, peut-être Jack faire McBean, une c'est. réorientation de carrière. Ah, je sais pas, après, peut-être qu'il va me surprendre, mais bon. Je vois mal. Je vois mal mener le score des buteurs à la fin de l'année. En passant sur les meilleurs buteurs de la MLS, un des meilleurs buteurs de la MLS, c'est Rossi qui arrive après un premier but face à Seattle, un premier but pour sa franchise de Los Angeles FC. Il a montré qu'il pouvait encore marquer lors du deuxième match de la franchise face au Real Salt Lake. Le match commence avec l'avantage de Salt Lake avec un penalty provoqué par Plata qui le tire pour marquer en 2 temps après un premier arrêt de Tyler Miller, qui est dans la Fantasy League est toujours excellent. Rossi, peu après, marque le premier but de Los Angeles, puis c'est un véritable festival. Blessing après 2 passes en position de rejeu. Fellarbo, Rossi et Vela s'impose pour que le match finisse à 5-1. Vraiment un festival, c'était que du beau jeu de la LAFC et il se montre que, sinon pas peut-être une profondeur d'effectif, en tout cas leur 11 actuel est clairement au niveau de la MLS. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, en fait, là, Los Angeles FC là, sont en train d'essayer de vaincre la meilleure expansion qui était à Atlanta. Là. Je crois qu'ils sont bien partis avec 2 victoires en 2 matchs. Là. C'est très intéressant. J'ai surtout hâte de les voir à domicile dans leur stade, là, si ça va être une réelle forteresse. Mais pour l'instant, là, battre le Real Salt Lake 5-1 là, à l'étranger en plus, c'est Ouais, toute ouais, une, excellent. c'est toute une leçon de foot. Là. Bob Bradley, là, bravo à lui. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'ils ont fait un gros exploit, surtout que Real Salt Lake, bah, c'est pas mauvais en défense, hein. Euh, mais ouais, le point. Déjà, on va parler un petit peu de lui pendant la partie sur le Costa Rica avec Greg Bosch, mais Ureña, c'est dingue ce qu'il est frustrant comme attaquant, parce que je regardais un petit peu le match, il a réussi à faire des bons faux appels, des bonnes passes et tout. Mais qu'est-ce qu'il a raté comme occasion devant le but? C'est vraiment pas le 9 décisif que l'AFC pourrait peut-être avoir pour prétendre à la MLS Cup.
Mais bon, ils ont quand même marqué 5 buts. Hein. Que- Ouais, que- mais ils auraient pu en marquer 6 ou 7. mais je pense que c'est moins grave qu'un club comme Colorado, qu'il n'y a personne autour. Là, Los Ouais. Angeles, Vela et Rossi, je crois qu'ils vont avoir une petite bataille à l'interne pour savoir ça va être qui le meilleur buteur. Et je crois que c'est bien comme ça. Marco Surgenia, là, on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est quelqu'un qui fait jouer ses coéquipiers et il le fait très bien. Hein. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai que puis, je suis sûr que Colorado serait content de l'avoir s'ils pouvaient, mais ouais, en effet, ils ont bien réussi à gérer et on va voir après si ils arrivent à continuer sur ce train de victoire pendant toute la saison. Ensuite, sur la même journée, il y avait surtout un match, le match du week-end en termes de rebondissement incroyable, Kansas City-Chicago, qui était un match assez dingue en termes d'action et de buts. D'ailleurs, c'était, il me semble, oui, c'était Chicago-Kansas, pas Kansas-Chicago, donc c'était à Chicago. On commence avec Puy Thérèse qui marque un premier but pour Kansas, suivi de Russell, ce qui fait qu'en première mi-temps, il y avait 2-0 pour Kansas City. Mais au retour des vestiaires, Kata et puis Nikolic remettent les deux équipes à égalité avant que Nikolic marque un doublé, ce qui ferait 3-2 pour Chicago. Mais la Kansas se réveille et en fin de match remarque 2 buts grâce à Mandanda et enfin Puy Thérèse, celui qui a commencé à marquer. 4-3 pour Kansas City, score final, un match absolument dingue en rebondissement. J'ai vraiment cru que déjà au début que Kansas City maîtrisait complètement la partie, puis que Chicago, au final, s'est imposé. Et c'est comme ça qu'il prend les 3 points, mais en se faisant très peur. Oui, c'est un match, plus qu'un match. Hein. J'ai regardé un condensé de 10 minutes et le 10 minutes était palpitant. J'imagine pas un petit résumé de 4 minutes, c'est quoi. Mais oui, Kansas City, là, Croisen n'était pas présent sur la feuille de match, mais un joueur comme Gutierrez ou Russell, là, c'est vraiment des joueurs là, qui vont élever le jeu d'un cran pour Casey. Et même là, Saloy a très bien fait. Donc, on parle souvent des problèmes de buteur pour le Casey, pour Sporting Casey, mais je pense que c'est pas si alarmant pour l'instant. Là. Je pense que Russell est assez solide. C'est sûr, c'est un allié droit, mais il est assez solide. Moi, là, j'aurais pas honte de l'essayer en tant que buteur. Là. Ouais, ouais, après, bon, il y a Rubio et tout ça, mais c'est vrai que ouais, c'était pas mauvais. Par contre, c'est dommage pour Croiset, parce qu'il est pas là lors de la seule victoire de son équipe. Et comme il était là lors de la défaite et qu'il est très mal joué la semaine dernière, ça, bon, voilà, il aura sûrement d'autres occasions, hein, on est qu'à la deuxième journée de ligue, mais Ouais, ça, c'est pas forcément un bon truc. parce qu'il est quand même rentré seulement à la 90e. Ouais, ouais, non, mais au premier match, il a été catastrophique, donc je comprends pour l'entraîneur de la famille. La défense de Kansas aussi, un de leurs points forts l'année dernière. Là, bon, tu es toi-même, tu as mis Team Milliard dans ta fantasy team. On peut pas dire que la défense soit très rassurante dans ce début d'année, surtout quand tu prends 3 buts comme ça face à Chicago. Ouais, ça fait 5 buts en 2 matchs. Là. C'est. Ouais. Mais bon, Nikolic, par contre, lui, au contraire, qui marque ses 2 premiers buts de la saison, il me semble. Et aussi Kataï, que j'ai trouvé très intéressant pour Chicago. On en parlait un petit peu lors de l'émission de pré-saison avec Chicago. Très bon match de Kataï, pour le coup. Ouais, ouais, et je crois que c'est un joueur qui va pouvoir faire oublier David Aka, mais ça rentre un petit peu plus dans le style du Fire avec leur entraîneur serbe, Nicolas Changrois. Donc, prendre un joueur d'Europe de l'Est, là, c'est pas fou. Ça va être un peu comme dans la vieille NASL, là, le Toronto était rempli Oui, de Croatiens. les Donc, Croatiens de Toronto, ouais, comme on en parlait, mais ouais. ouais, c'est sûr. Ça va être une équipe un petit peu du Nord, en effet. Dans une température complètement différente, Houston recevait Vancouver au sud des États-Unis. Un match intéressant pour voir si Houston allait continuer sur sa lancée de la victoire contre Atlanta. Houston a contrôlé la première mi-temps en termes d'occasion, mais Philippe Senderos, l'international suisse, provoque un penalty que Kei Kamara score avec son 100e but en MLS. Ellis remet d'abord les équipes à égalité avant la mi-temps, avant que Break Shea, sur un raid solitaire et rapide, remette les Canadiens devant après une incroyable lancée. Et d'ailleurs, oui, ça m'a rappelé que Break Shea était un joueur désigné pour la franchise, alors que parfois il n'est pas titulaire. Mais ensuite, Houston va continuer à pousser, mais Marinovic va tout détourner. Et donc, c'était un excellent match pour le gardien de Vancouver. Alors, que dire?
Moi, j'ai trouvé que Houston, déjà, c'était impressionnant, même si voilà, ils n'ont pas gagné. Ils ont toujours 4 ou 5 attaquants dans la surface de réparation et ils ont toujours des options devant. Oui, Houston, là, on en parlait un peu l'année dernière, là. Même si c'est pas l'équipe la plus talentueuse, euh, la plus, euh, la plus dominatrice sur un terrain, Wilmer Cabrera là, a toujours une équipe excitante à voir à jouer. Malgré la défaite, ils sont à 67% de possession. Donc, Vancouver Ouais, n'a pratiquement jamais touché le ballon. Et d'ailleurs, il a pu l'emporter grâce à des contres. Moi, c'est assez impressionnant. Mm. ouais, moi, personnellement, là, un joueur comme Albert Ellis, c'est un de mes préférés à MLS. Je sais pas si tu as pu voir son but, là, mais ouf, quel but. Euh, Ouais, ouais. Ils sont très impressionnants entre Ellis, Manotas, tout ça. Il y a du très très beau. ouais, et Kyoto, je me souviens plus trop s'il a débuté la rencontre. Non, il a rentré à la 55e. Ouais. Ce Si, Wenger était ouais, devant, je crois. j'aime bien, moi, le trio Kyoto, Manotas, Ellis, mais là, Wenger semble avoir pris la place à Kyoto pour le partant et c'est pas plus mal pour lui. Il mérite un ancien de l'Impact de Montréal. Mais Mm. le but pour venir à Vancouver, le but de Break Shea, là, s'il ferait ça à chaque match, oh, ça. Ouais, ouais, ce serait bon pour Vancouver parce qu'il le paye beaucoup d'argent et parfois, enfin, il est très, son talent varie beaucoup suivant les matchs. C'est que si ça l'aurait été un joueur d'Atlanta qui aurait fait ce Ouais, but, on en aurait parlé, ça aurait été le but de la semaine et tout. Mais puisque c'est Break Shea, personne n'en parle parce que personne l'aime. ouais, bah, c'est dommage hein, parce qu'entre Shea, Camara et puis Davis, il y a vraiment du talent devant si voilà, s'ils étaient réguliers à chaque match. Et Camara d'ailleurs, 2 buts en 2 matchs, voilà, à mon avis. Ouais, Il et va- Vancouver débute tranquillement, mais c'est déjà 2 victoires en 2 matchs. ouais. Au contraire de leurs potes dans la Cascadia, Portland, qui eux se sont pris 4 buts, alors que pourtant New York n'avait pas mis l'équipe 2, mais voilà, ils n'avaient pas mis tous les titulaires alors, parce qu'ils jouent en CONCACAF Champions cette semaine. Le score est oui, donc très surprenant par rapport à ça. Comme le dit, le premier but, Ben Mines, un tout jeune qui a joué ici son premier match. Puis Bradley Wright Phillips et Carlos Rivas 2 fois ont mis fin aux espoirs de Portland et surtout ont mis fin au vide des défenseurs qui n'ont mis aussi les attaquants de Portland un seul petit tir cadré. Voilà, on en parlait un petit peu avec le compte Twitter de la franchise de Portland. Je crois qu'il était au bord du suicide. Son équipe a vraiment mal joué. Ouais, et à noter la passe décisive de Vincent Bézécourt, Ouais, donc un Cocorico. francophone qui commence à faire sa niche en MLS, là. Ouais, ouais, non, petit à petit, il arrive à jouer. C'est très bien pour les Français. Déjà qu'il avait joué un petit peu en CONCACAF Champions aussi. Certains joueurs français avaient fait ça avec le Red Bull cette semaine. Et Red Bull qui joue donc aussi ce soir, mardi, demain, je ne sais plus, contre Tijuana. Ils avaient gagné 2-0 à l'aller, qui sont un peu nos plus grandes chances de victoire contre les Mexicains. Donc c'est assez dingue que ouais, Timbers se fait taper par une équipe comme ça, alors que Timbers, pourtant, avait quand même une équipe assez en forme. Ouais, et penses-tu que c'est la patte Sabarese qui ne passe pas ou c'est simplement là qu'ils ont plus de la misère à débuter la saison? Je crois que c'est ouais, juste de la malchance. Et puis certaines recrues sont pas encore là. On en parlera aussi avec Grégory après, mais on pense à Cascante ou d'autres. Euh, mais ouais, ouais, c'est impressionnant. Et puis ça m'ennuierait qu'elle passe pas à pas de Savarese parce que c'est un bon coach. À Mm. voir, à voir. Toi, t'en penses quoi? Moi, je dis qu'il a simplement été intimidé par aller dans son ancien club. Peut-être, ouais, on le rappelle, Savarese, l'entraîneur de Portland, était une star au Metro Metro Star. Star. Ouais, ouais, Voilà. c'est ça. Mauvaise Maintenant, ville. maintenant appelé les Red Bull là, Ouais, pour c'était un suivre. des premières stars de la MLS, première génération. En parlant de première star de MLS, et ben on va pas en parler puisque cette transition est nulle et on va parler de Orlando, Minnesota qui sont 2 clubs super jeunes. Euh, Orlando qui est un des favoris pour être gagnant à MLS se fait surprendre par un des favoris pour être perdant cette saison, Minnesota United, avec un Finlay qui était aux petits oignons pour Minnesota. Il marque d'abord sur une petite balle piquée sur une passe de Molino qui aussi Molino a été très bon pendant ce match. Et ensuite, Finlay
par contre, provoquera un penalty sera vérifié par la vidéosurveillance. Et Carey commet une petite faute dans la surface. Le penalty est transformé par Yotun, un partout, mais Finlay, le même, grâce à une caviar de Ibarra, marque le deuxième but de la soirée, 2-1 pour Minnesota. Les hommes du Nord dans les États-Unis qui ont leur première victoire de la saison. Et surtout, moi j'ai trouvé un excellent match de Molino, qui enfin prend à partie son rôle de numéro 10, qu'il aurait dû bien l'assumer l'année dernière. Là, entre Finlay, Molino, Denaldi, Ramirez, on voit qu'il y a quand même du talent devant pour Minnesota. Oui, mais malheureusement pour Minnesota, là, on vient d'apprendre lundi dernier là, que Kevin Molino s'est fait les ligaments croisés intérieurs, donc il devrait être absent pour le reste de la saison. C'est assez frustrant pour Il s'est fait pour Minnesota. Là, il s'est fait les ligaments Yoann croisés. Ouais. Ouais, non, c'est dur pour Minnesota. C'est vraiment leur meilleur joueur de la saison l'année dernière. Et surtout celui sur lequel ils ont tout leur espoir. C'est vraiment leur grand transfert de leur début de saison, de leur expansion. Et voilà, là, ils tombent à l'eau. Heureusement, Finlay, bon, il y a du bon au milieu de terrain, voilà, Finlay, Ibarra, tout ça, Ibson, mais bon. C'est juste que Minnesota, tu sais, leur 11 il ne fait pas rougir, mais c'est leur banc qui est vraiment assez pauvre. Et Ouais. quand tu vois que ton meilleur joueur se blesse, ça doit être assez décourageant. Surtout au début de saison quand tu commences à bien jouer. Et puis bon, voilà, ils ont gagné contre Orlando, mais au crédit d'Orlando, ils ont fait un super match, les Mauves. Déjà, tu as Meram qui était hyper remuant comme d'habitude depuis ce début de saison, il est impressionnant. Et tu as Ibson qui sauve une balle sur sa ligne lors de la dernière action du match. Donc voilà, Orlando n'ont pas démérité, donc ça peut être très dur pour Minnesota pour le prochain match, mais aussi on leur souhaite tout le meilleur. Effectivement, et Orlando, là, c'est le temps qu'il se réveille. Là. 2 matchs à domicile, aucune victoire, un nul, une défaite. Et Alors qu'ils cependant, jouent bien à chaque fois. ouais, Alors qu'ils jouent très bien. mais il va falloir avoir un petit peu de lucidité devant les filets. Là. Ils sont 17e de l'Est présentement. Là. Les séries s'éloignent. C'est vrai, on se calme, mais ouais. Ouais, non, c'est vrai que là, c'est pas le début rêvé pour l'Est. Au contraire, d'Atlanta qui revient enfin en puissance. On a retrouvé l'Atlanta de l'année dernière. Ils n'ont pas fait de détails avec DC. C'est leur trio d'attaque Martinez, Villalba et Almiron qui ont mis chacun un but à la franchise de Washington, qui elle a réduit l'écart en fin de match par Darren Mattox, l'ancien attaquant de Portland. Almiron était en feu dimanche. On l'a enfin retrouvé, l'Almiron de l'année dernière. Il fait des dribbles, il fait des passes, il fait des tirs et surtout, il réussit tous ses dribbles, passes, tirs, ce qui n'était pas le cas lors du premier match contre Houston. Non, ils viennent d'affirmer haut et fort à la Ligue là, que c'était simplement une erreur de parcours. Ouais. On a vraiment vu l'Atlanta de l'année dernière. Là, c'était parfait. C'était le Atlanta. Là. Ouais, et ils ont réussi à ce match aussi de faire jouer Nagby à son meilleur poste. Nagby c'est bien assimilé alors que contre Houston, il avait l'air complètement perdu. Ouais, ils n'ont pas. Ils sont arrivés avec un 3-5-2. Donc, si je me rappelle bien, un 3-5-2. Donc, c'était aussi une nouvelle formation. Là, et Tata Martino l'a bien dit à la fin de la rencontre. Là, je ne ferai jamais à nouveau cette formation. Là. En tout cas, pas avec les éléments que j'ai en ce moment. Là. Ouais, c'était pour le match contre Houston, ça n'avait pas marché. Ouais, par contre, d'ici, ça va. Bon, Mattox marque, ce qui est déjà bien. Parce qu'on avait des doutes sur cet attaquant, voilà, au moins il marque. Mais la défaite n'est pas forcément belle pour le club de Washington, qui va avoir du mal cette année. Je sens une année de galère. Ouais, c'est surtout leur début de saison. Là. Si dans leur début de saison, parce qu'ils ont leurs 10 premiers matchs à l'étranger, vu que leur stade n'est pas encore prêt. Donc, si dans leurs 10 premiers matchs, ils arrivent à faire environ 3 nuls, 2 victoires et 5 défaites, je crois que ça va être bien pour le reste de la saison. Mais ça prend au moins 2 victoires, je pense, dans leurs 10 premiers matchs pour être encore. C'est vrai qu'ils commencent beaucoup à l'extérieur, t'as raison, et puis il faut que David Akam prenne un peu les responsabilités. David Akam. Attends, qu'est-ce que je dis?
Yamil Assad. Yamil Ouais. Assad, c'est ça. Désolé, les deux sont des joueurs désignés en A, donc voilà. Yamil Assad, il faut qu'il prenne ses responsabilités aussi, comme il avait fait contre Bordeaux, mais là, il était un peu. Il n'était pas aussi voyant. On va finir avec New York City FC contre Los Angeles, qui était le dernier match de cette journée. À New York, tout commence rapidement pardon, à la 20e minute, après que Siani repousse une frappe de Villa, mais que Anton Tinnerholm reprend cette balle repoussée avec une frappe puissante et il marque son premier but de la saison. Siani d'ailleurs sortira sur blessure pendant le match, ce qui est un coup dur pour les Galaxy. Villa marquera ensuite son 4e but en 4 matchs d'ouverture pour lui, donc 4 matchs d'ouverture de saison du New York City FC à la maison, malgré un premier arrêt de Wigham. Boateng ensuite réduira le score en donnant un petit caviar à Jonathan Dos Santos qui marquera une petite balle tout en délicatesse un petit peu au-dessus, avant le premier poteau, dans un angle assez dur. D'autres occasions sont à noter pour New York, mais c'est surtout l'expulsion d'Ashley Cole qui marquera cette fin de match. Après un tacle glissé assassin, où il est allé pour les chevilles par derrière. Puis une faute sur Villa, après une perte de balle un peu bête, où il glissait en fait littéralement sur le ballon. Franchement, Ashley Cole, voilà, malgré son expérience, il n'est pas rassurant depuis son arrivée en MLS, et là, il l'a encore prouvé contre New York. Oui, et j'ai l'impression qu'il le fait quand même souvent faire couler son équipe. Là. Tu sais, quand là, tu perds par un but et que tu prends un carton jaune pour avoir un carton rouge, là, c'est des erreurs de débutants. Là. Ouais. Lors de la première journée, c'est Alfaro qui a fait ça et Alfaro débute en MLS. Là, et Ashley Cole, celui qui a joué en Ligue des Champions et tout, et il fait les mêmes erreurs que des jeunes. Ouais, je suis d'accord, surtout voilà, quand, comme tu l'as dit, quand ton équipe à 2-1 qui est en train de pousser pour arracher le point du nul, tu les aides pas du tout en faisant ça. Par contre, dans l'équipe de MLS, ce que j'ai trouvé plutôt bon, c'est déjà Valgarian Biam qui a fait une très bon match, pardon. Donc c'est bien, Oui. Los Angeles, après une année de galère avec les gardiens, ils ont l'impression d'avoir trouvé leur titulaire. Et aussi Sébastien Leggett, que j'ai trouvé bon en l'absence de Alessandrini. Par contre, je ne sais pas où il peut jouer quand Alessandrini reviendra, parce que tu as déjà les frères Dos Santos qui jouent au milieu de terrain, avec Kitchen, et puis tu as Alessandrini et puis Boateng sur le côté. Donc je ne sais pas où ils vont mettre Leggett lorsque le Français va revenir, mais il était très intéressant sur ce match. Oui, j'ai rien à redire sur cette rencontre. Ouais, il y avait pas, voilà, on a tout dit, je crois, donc qui s'impose avec simplicité. Sur ce, si tu n'as rien à rajouter sur cette journée, je crois qu'on va rejoindre Grégory Chaboch pour parler du Costa Rica. Et oui, on va aller faire un petit voyage dans l'Amérique centrale. Ouais, et surtout sur tous les joueurs qui évoluent en MLS, mais qui sont issus de ce pays, dont on a parlé un petit peu là dans ce résumé. À tout de suite. I got a bitch that look like Left Eye. Hey, she be posted on the west side. She always say that that's the best side. So hold up, girl, I thought the best die. Eh bien, pour la deuxième partie de l'émission, on va parler Costa Rica avec Greg Chaboch. Bonjour Greg. Salut à tous. Pour ceux qui se concentreraient seulement sur l'Amérique du Nord, là, Greg s'occupe du Costa Rica pour Lucarne opposé. Ouais, exactement. Bah, vous avez entendu sûrement parler de moi dans Bola Latina, puisque je suis également souvent dans Bola Latina. On a parlé plusieurs fois lors de podcast du championnat costaricien. Donc Et voilà. tu étais passé un petit peu aussi chez nous pour parler de la CONCACAF Champions. De la CONCACAF Champions, exactement, lors du dernier, l'avant-dernier, je crois, Culture Soccer. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, mais on ne te verra plus, à mon avis, vu que les clubs costariciens, ils vont pas aller Ah, bah ouais, mais malheureusement, on a pris les deux plus gros Mexicains, donc forcément, Ouais. ça aide pas, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est déjà fini pour nous, la CONCACAF Champions, mais c'est pas grave. Effectivement, et pour parler des clubs costaricains, là, on va aller directement dans le vif du sujet. Ton championnat, c'est quel niveau environ, les meilleures équipes, le classement en ce moment? Bah, pour te donner un peu une photographie générale du championnat, tu as 3 grosses équipes vraiment qui trustent un peu le championnat. Tu as le Deportivo Saprissa, d'où viennent en général tous les très bons joueurs, tous les joueurs qui jouent en Europe, Joel Campbell, Celso Borges, pour ne citer que.
Oui, Yacine Tereda également. C'est en fait un très gros club formateur, le Deportivo Saprissa. C'est vraiment son ADN, c'est former des joueurs pour les exporter ensuite en Europe. Vous pouvez lire d'ailleurs l'interview que j'ai fait du président du Deportivo Saprissa sur Lucarne Opposé, voilà, qui vous explique un peu plus, qui vous en dit un peu plus pardon, sur le club. Ensuite, on a un duel avec Herediano et Alajuelense, qui sont les deux plus gros clubs après Saprissa. Saprissa, c'est vraiment l'ogre du Costa Rica. Et ensuite, on retrouve Herediano et Alajuelense. Et derrière, c'est mitigé, en fait, si vous voulez. C'est surtout souvent des groupes et des histoires qui se passent. On a eu Pérez Zeledon cet hiver qui s'est révélé et qui a remporté le titre. Le tournoi d'ouverture, pardon. Donc voilà, il n'y a pas grand monde en fait pour cette quatrième place. C'est vraiment trois gros clubs et ensuite le niveau est un peu le même. Sur la scène continentale, comme avec la sélection, le Costa Rica est vraiment en embuscade derrière la MLS et le Mexique. C'est vrai que les moyens utilisés, que ce soit chez vous en MLS ou en Liga, au Mexique, sont peut-être 5-10 fois plus importants qu'au Costa Rica. Donc ça a creusé vraiment l'écart. Et voilà, aujourd'hui, c'est très dur de refermer cet écart. Pour vous dire à peu près, Saprissa a pris son plus gros joueur, c'est Christian Bolaños, qui était en MLS. Voilà, le salaire est important, mais il a quand même bien baissé son salaire pour revenir au Costa Rica. Et quand tu vois que des clubs mexicains, par exemple, peuvent se payer Jérémy Menez ou même André-Pierre Gignac, voilà, quoi, tu n'as pas les mêmes forces économiques. Donc, évidemment, il y a un trou entre le Mexique, les États-Unis et le Costa Rica. Mais après, je pense que le Costa Rica a quand même plus d'avance sur ses voisins du type Honduras et le reste de l'Amérique centrale. Je pense que vraiment Costa Rica a pris la bonne voie, et même si ça va être... En fait, si vous voulez, je pense qu'ils sont entre les clubs d'Amérique centrale et les États-Unis et le Mexique. Et pour moi, ils sont vraiment au milieu des deux. Ils ont autant d'avance sur les clubs d'Amérique centrale qu'ils ont de retard sur la Liga et la MLS. Et ils sont tous un peu concentrés sur la formation, vu que tu disais, Ouais. ils sont petits, ils n'ont pas beaucoup de moyens, donc je me dis que beaucoup exportent. Énormément. C'est vraiment la base de leurs revenus, c'est l'exportation de joueurs, c'est la vente de joueurs. Bon, c'est vrai que quand Saprissa a vendu Joel Campbell à Arsenal, c'était vraiment c'était un tollé, tout le monde en parlait, c'était le feu. Après, Saprissa arrive quand même relativement bien à exporter ses joueurs en Europe. C'est plus compliqué pour Herediano et Alajuelense qui, eux, jugent plutôt un marché local, voire un marché continental avec des joueurs qui partent pour la MLS ou pour le Mexique. Même si le Mexique, c'est très rare d'ailleurs. On en parlait tout à l'heure en off, mais il y a un seul costaricien au Mexique, Gerson Torres, qui me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, joue à l'América. Il jouait à Nexaca avant et il est parti à l'América. Voilà, il y a un seul joueur, alors que le Mexique c'est quand même très proche des terres costariciennes. Pourtant, il y a un seul joueur qui joue au Mexique. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent à MLS et je pense qu'on va commencer à en parler. Effectivement. Et d'ailleurs, pourquoi il y a plus de Costariciens qui vont aux États-Unis au lieu d'aller au Mexique? Je pense que c'est parce que la passerelle a été faite depuis longtemps et surtout les clubs mexicains, les clubs pardon de MLS se tournent vraiment vers le marché costaricien pour prendre des mecs. Alors c'est vrai que c'est un salaire qui est pas élevé, donc ça te permet de prendre deux ou trois joueurs. Voilà, c'est un marché qui te donne quand même un bon produit pour quand même pas très cher, alors que je pense que le Mexique a vocation à pouvoir peut-être mettre des plus gros salaires dans des meilleurs joueurs. Je vois que cette comment ça s'appelle que cette explication pour expliquer le nombre de joueurs en MLS. En plus, c'est bizarre parce que la langue au Costa Rica, si vous ne le savez pas, c'est l'espagnol évidemment. Donc c'est vrai qu'ils doivent changer ils doivent apprendre une nouvelle langue en allant
en allant à MLS, alors que ça serait plus facile d'aller au Mexique, mais pourtant voilà, ils se sont bien implantés en MLS et ça leur réussit plutôt bien parce que même si tu as 2-3 joueurs qui finalement font l'aller-retour parce qu'ils ne sont pas arrivés à s'imposer en MLS, les 3 quarts des joueurs qui partent aux États-Unis, ils sont très bien, quoi. Je pense notamment à Marcos Aurenia qui est là-bas depuis longtemps, quoi. Oui, et même plusieurs des Costariciens en MLS sont des piliers de la sélection. Ouais. Peux-tu nous en parler un peu? Bah ouais, notamment Kendall Watson qui joue. Alors vous me dites peut-être que je peux me tromper au niveau des clubs, mais il me semble qu'il joue à Vancouver, si je dis pas de bêtises. Kendall Watson, c'est vraiment c'est le taulier du Costa Rica après Brian Ruiz. Brian Ruiz est en Europe, donc voilà, on n'en parlera pas sur ce podcast-là. Mais Kendall Watson, ouais, qui a donné notamment la qualification à la Coupe du Monde au Costa Rica, c'est un pilier de la sélection, vraiment. On a Francisco Calvo aussi, qui est du côté, lui, de Minnesota. Voilà, Francisco Calvo, qui est un très bon défenseur également. On a un petit jeune qui va vraiment, pour moi, exploser dans les années à venir. C'est Matarrita, qui lui est du côté de New York City. Avec David Villa, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et pour moi, c'est un très très bon latéral gauche. Il va sûrement s'imposer en sélection. Il s'est déjà imposé en sélection, mais je l'attends vraiment à un autre niveau. Alors, je sais pas si New York a les moyens de le garder ou si un départ en Europe est envisageable pour lui. Mais en tout cas, je pense qu'il ferait pas tâche dans un effectif européen. Voilà. Qui est-ce qu'on peut Régna, peut-être? Marcos Aurenia, ouais, qui vient de rejoindre une nouvelle franchise en MLS, il me semble, Los Angeles, c'est ça? Ouais, qui a marqué hier dans leur victoire 4-1 contre Real Salt Lake. Donc ouais, même si bon, il a jamais été un titulaire complètement décisif en MLS, il y a toujours voilà, des problèmes dans la finition, mais là, ça a l'air d'aller quand il est bien entouré. Il marque beaucoup au Costa Rica? C'est l'attaquant central, c'est vraiment le 9, t'en as pas d'autre. Donc on lui a beaucoup reproché son manque d'efficacité au pays. Ça, c'est un débat local qui a été très important. On s'est même posé des questions, est-ce qu'il fallait le maintenir dans sa qualité de numéro 9. Moi, je pense que c'est surtout un attaquant en fait qui arrive à se sacrifier pour faire jouer ses partenaires. Alors forcément, quand tu fais, je sais pas moi, 10 bornes dans un match, ouais, tu peux perdre de la lucidité devant la cage, ça arrive. Mais pour moi, c'est quand même un attaquant relativement bon. Et je pense que pour la MLS, il s'en sort très bien. Ça fait, il me semble, 5-6 ans qu'il est en MLS ou peut-être un peu moins. Il a été à Saint-José avant, mais en fait, le problème, c'est que, ouais, comme tu disais, c'est pas le 9 qui va te planter 30 buts dans la saison. C'est celui sur qui tu vas te fixer et tout ça. Donc, il y a toujours eu des problèmes. Même si là, à l'AFC, en fait, c'est un peu le seul 9 de métier. Donc, il va sûrement, en tout cas, jusqu'en mercato l'été, il va sûrement garder sa position de numéro 9 titulaire. Donc, ça peut lui donner de la confiance. Et même pour le Costa Rica, parce que vous allez à la Coupe du Monde, hein, on rappelle. Ouais, on va à la Coupe du Monde, on est qualifié en position de numéro 2, juste derrière le Mexique. Donc ouais, ils vont à la Coupe du Monde et c'est vrai que c'est taulier. Beaucoup, vraiment, ce qui est important de savoir, c'est que les Costariciens sont très très intéressés et vraiment regardent de très près chaque joueur de la sélection à l'étranger. On a, bon, évidemment, Keylor Navas au Real Madrid. Donc, à chaque fois que le Real joue, voilà, tout le pays est au courant. Mais les prestations, tu l'as dit, par exemple, le but d'Aurenia hier n'est pas passé inaperçu. Hein, tous les médias en ont parlé. Quand Kendall Watson fait une belle prestation, ou est élu joueur du mois, ou est élu joueur de l'année, il me semble qu'il a été élu joueur de l'année à Vancouver. Je ne sais pas si c'est de l'année ou du tournoi, bref. Voilà, tout le monde en parle, tout le monde suit vraiment les internationaux, même à l'étranger. Et non, c'est quelque chose qui est important et la sélection a vraiment besoin de ces leaders-là. D'ailleurs, on avait un peu peur parce que je crois que Marcos Aurenia à San José, ça s'est un peu mal passé. C'est pour ça qu'il part. Et voilà, là, il est titulaire dans sa nouvelle écurie et il sera titulaire à la Coupe du Monde, je fais aucun doute. Oui, sinon, un joueur comme David Guzman à Portland, est-ce que c'est un de la sélection? Oui, alors David Guzman, il s'est imposé en sélection. Il n'était pas titulaire
il y a quelques années. En 2014, c'était plutôt Yacine Terreda qui prenait sa place. Et puis, plus le temps est passé, et plus Guzman s'est imposé. Alors, il joue au Portland, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Il jouait à Portland, lui aussi, hein, est formé à Saprissa. C'est un joueur qui peut jouer 8, 6, 8, même peut-être même voir 10. C'est un profil que le sélectionneur aime bien parce qu'il voilà, il peut faire 3 postes. Il est très comment dire, il arrive à faire plusieurs postes, quoi. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, je sais pas s'il joue beaucoup à Portland. En tout cas, en sélection, c'est vraiment un mec dont on peut plus passer au milieu de terrain. David Guzman, d'ailleurs, il a été énorme lors des qualifications. Et pour vous dire, il a mis Terreda sur le banc, quoi. Alors Terreda, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est un joueur qui s'est imposé en Europe, donc il avait déjà une certaine stature après la Coupe du Monde 2014. Et il a un peu perdu de sa belle parce que Guzman a vraiment explosé à côté de lui. Oui, et des joueurs comme Ronnie Wallace et Roy Miller, est-ce que c'est des joueurs qui sont habitués d'être en sélection? Alors, Roy Miller, pas forcément. Ronnie Wallace, oui, plutôt. Bon, voilà, c'est pas non plus. On parle pas de là de titulaire en sélection. Ronnie Wallace, il est souvent utilisé comme joker. Il rentre souvent, alors que ce soit latéral, offensif, gauche, parce que la formation du Costa Rica de la sélection, c'est plutôt un 5-4-1. Donc, c'est vrai que les latéraux participe énormément au jeu, et c'est vrai que sa qualité numéro 1 à Wallace, c'est la rapidité, hein, on va pas se le cacher. C'est vrai qu'il n'est pas forcément très adroit avec le ballon, il va très vite en revanche, donc c'est vrai qu'il est bien utilisé dans ce poste-là. Pour Miller, c'est quand même un peu plus compliqué, il joue pas souvent, il est appelé parfois, mais voilà, c'est pas un titulaire du poste, quoi. Ouais, c'est marrant, je regardais, ouais, René Wallace, il a été formé aux États-Unis, donc il y a pas mal, enfin, Ouais. tu dois avoir pas mal tu as une diaspora costaricienne qui est pas mal présente, j'imagine, aux États-Unis, pour que, voilà, tu aies les gens qui doivent être expatriés et, voilà, des fils d'immigrés qui restent aux États-Unis pour faire les systèmes de formation. Ouais, non, clairement, je pense qu'il y a un vrai travail de la part de la MLS. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est un marché qui est sympa pour eux parce que des petits clubs peuvent faire des très bons coups. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on parle des nouveaux arrivés, mais par exemple, Julio Cascante vient de signer à Portland, au Portland Timbers. Je pense que le fait que Guzman déjà joue à Portland, ça aide aussi. Ça permet, voilà, il y a des ponts, quoi. Il y a des ponts entre le Costa Rica et la MLS qui sont assurés. Alors après, il y a aussi le débat de dire les 90% même des joueurs costariciens qui jouent en MLS sont pas dans les plus gros clubs de MLS. Alors voilà, c'est aussi ça le débat. Il y en a un seul qui pour moi est dans un gros club. Alors vous allez me corriger si je dis des bêtises, mais New York, pour moi, Matarrita est dans un gros club de MLS. Alors que de l'autre côté, voilà, le reste ne sont pas forcément dans des équipes qui jouent le titre, quoi. Ouais, après c'est compliqué parce qu'en MLS, bon, c'est dur de savoir qui joue le titre ou pas, vu que chaque année ça change. Mais ouais, comme tu disais, bah voilà, ce qui est à New York. Après, bon, voilà, Guzman par exemple Guzman de Portland ou Miller, voilà, ils peuvent être un petit peu dans la course au titre, tout comme Waylon Francis qui est à Seattle, même si on n'en a pas parlé parce qu'il n'est pas forcément titulaire à Seattle. Mais voilà, il est un club qui joue titre. Donc voilà, ça aussi, c'est un débat, c'est de dire est-ce que finalement c'est un peu de la. Si on grossit le trait, c'est un peu de la main-d'œuvre finalement pas chère que les Américains prennent parce que nous, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que au Costa Rica, c'est les meilleurs joueurs des équipes, quoi. À Saprissa, quand Guzman part, ça fait un gros trou, vraiment. Donc voilà, c'est vraiment les Américains prennent les meilleurs joueurs des clubs costariciens, mais finalement, c'est pas pour être dans des gros clubs, c'est pour pas être des tauliers dans les grands clubs, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un peu ce débat, est-ce que finalement le Costa Rica n'exporte et ne forme pas pas de la moyenne qualité, mais des joueurs moyens, quoi. C'est un débat en tout cas qui existe. Ouais, d'ailleurs, juste Waylon Francis, du coup, il joue plus au Costa Rica. Ouais, exactement. Bah, en fait, il a eu 2 sélections en 2015 et du coup, on l'a plus revu. Ensuite, on l'a plus du tout revu. Okay. On en parle même rarement. Donc, il s'est pas imposé, Francis. D'accord. Ouais, et d'ailleurs, tu parlais un petit peu plus tôt de Julio Cascante. Il y a 2 principales arrivées en provenance du Costa Rica qui sont Cascante, comme je viens de le dire, mais également Ulysse Segura. Est-ce que tu peux nous présenter ces 2 joueurs qu'on connaît pas vraiment?
Ouais, bah, Cascante, c'est un défenseur qui va arriver donc à Portland. J'en ai un peu parlé, donc je pense on va pas beaucoup durer sur ce joueur. Il a 25 ans, donc c'est pas non plus un jeune joueur qui débarque. Il peut jouer latéral, comme il peut jouer central, ça dépend. Son coach Asaprissa l'a utilisé dans plusieurs formes, dans une défense plutôt à 4, à 5, au milieu, même en 6. Lors du match contre l'América en Ligue des Champions, il a joué numéro 6. Donc il est polyvalent. Moi, je le préfère défenseur central. Après, je ne sais pas comment il va être utilisé à Portland, mais je pense que sur le poste, c'est central. Après, pour Segura, c'est un peu le profil qui ressemble. Si je devais comparer à Marcos Aurenia, c'est un attaquant, mais qui a pas forcément voilà, de très belles stats, mais qui fait travailler son équipe, qui fait marquer ses coéquipiers. Et lui aussi est formé à Saprissa. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, je peux vous dire que par exemple sur le dernier championnat, sur le dernier exercice, il a fait 26 matchs, il a marqué 5 buts. Donc vous voyez, c'est vraiment pas des très bonnes stats, mais en revanche, il fait beaucoup marquer ses coéquipiers, et ça c'est un travail quand même de l'homme qui est assez important. Et il a 6 sélections, il a été appelé que début 2017 avec le Costa Rica, il a fait la Gold Cup notamment, certains amicaux avec le Costa Rica. Donc voilà, c'est vraiment pour lui un palier, et on verra si à DC United il va s'imposer, mais voilà, faudra le suivre comme Cascante d'ailleurs qu'on suivra, mais franchement c'est des bonnes pioches, hein. Je pense que c'est des bonnes pioches. Saprissa est arrivé à bien les remplacer, mais c'est pas évident quand même quand tu perds ce genre de joueur. Effectivement. Donc, pour Portland, Cascante, je le verrais bien. Comment tu me le décris comme un défenseur central, quand on sait que Portland, les défenseurs centrales, c'est pas leur force cette saison, là. 4-0 hier. Le compte français avait pas mal découragé hier. Ouais. Alors que bon, voilà, il jouait pas. Pour être honnête, il jouait pas Cascante, mais Guzman jouait. Ouais. Et ouais, non, ça allait pas du tout la défense hier. On était en train de parler avec le compte Twitter de Portland, qui est en train de péter un plomb, ils se sont pris 4-0 et ça fait très mal. Donc j'espère que Cascante, bah, forcément, il aura sa chance en tout cas. Ouais, bah ouais, donc déjà c'est déjà bien. Après, est-ce qu'il va s'imposer? Ça va être à suivre, mais ça va être intéressant de suivre son évolution. Après, voilà, encore une fois, les joueurs qui partent de Saprissa, d'Herediano ou de Alajuelense pour venir en MLS, pour eux, ils le prennent vraiment comme un palier. Ils se disent vraiment, c'est vraiment une exposition, bon, pas aussi forte que s'ils partent en Europe, mais voilà, ils quittent le continent. C'est vraiment une grosse expérience pour eux, et ça va définir la suite de leur carrière. Si tu réussis en MLS, tu peux soit passer du côté de l'Europe, soit tu fais déjà une grosse carrière en MLS, et tu assures une place en sélection comme un Kendall Watson ou comme un Bolaños, parce que Bolaños du coup est resté énormément de temps à Saprissa, mais entre ses différents retours à Saprissa, il a joué pas mal en MLS également, et pourtant il était un pilier de la sélection, quoi. Donc vraiment pour eux c'est un tremplin, et c'est surtout une occasion de se montrer auprès du sélectionneur. Il y en a beaucoup qui sont passés par la MLS et puis qu'après ils sont partis en Europe. Non, il y en a pas beaucoup. Alors là, de tête, j'en vois pas. Je sais par contre qu'il y en a qui sont revenus au Costa Rica, puis repartis en MLS, ça c'est possible, mais qui ont transité, comme je l'espère pour Matarrita, de la MLS en Europe, j'ai pas d'exemple, et je crois pas. D'accord. Et le deuxième nouveau venu qu'on parlait, Ulysse Segura, donc tu en parles comme un buteur à la Marco Urena. Ouais. Et je trouve que c'est un choix assez surprenant pour le DC United qui se cherchait désespérément un buteur jusqu'à aller chercher Darren Mattocks. Donc... Ouais. Bah, c'est pas ça. Voilà, clairement, si tu cherchais un vrai neuf de métier, c'est pas ça. Hein. C'est pas le profil Segura, quoi. Ben, bien, peut-être qu'il va réussir à faire marquer les Acosta, les Assad et les Ariola de son équipe. On l'espère. On l'espère. Il y a également José Layton qui est chez vous en MLS. Ouais. Je voulais juste en dire un petit mot. C'est un bon joueur, c'est un bon ailier, il est gauche. Il a une seule sélection, ça a été sur la Gold Cup 2017, donc j'espère vraiment qu'il va s'imposer. Alors le club, je l'ai oublié, je crois que c'est Minnesota. Ouais. Minnesota, voilà. Donc là, encore, vous voyez, Francisco Calvo aussi qui joue à Minnesota. Ça lui a sûrement permis à Layton
trouver un point de chute aux États-Unis. Mais c'est vrai que c'est un bon joueur. J'espère qu'il va s'imposer parce qu'il mérite en tout cas d'être vu, ce joueur. Et j'espère qu'il va avoir du temps de jeu, quoi. Alors évidemment, je pense pas qu'il sera titulaire, mais j'espère qu'il va avoir du temps de jeu pour progresser, prendre de l'expérience et retrouver la sélection, quoi. Hier, ils ont gagné 2-1 contre Orlando et ouais, ils jouaient pas. Par contre, Calvo a fait tout le match et Calvo, je crois qu'il est un titulaire régulier à Minnesota. Ah oui, bah même dans la sélection, hein, même dans la sélection, Francisco Calvo, c'est voilà, tu sais, déjà il y a quelques joueurs comme ça au Costa Rica quand le match commence ou 2 heures avant le match, tu sais que par exemple Francisco Calvo, Kendall Watson, Keylor Navas, Brian Ruiz seront là, quoi. Il y a vraiment des tauliers, Matarrita pareil, il y a des tauliers, tu sais que voilà, eux ils vont jouer et Calvo en fait partie. Mais tu parlais un peu plus tôt de Watson. Quel joueur? Je crois que c'est mon défenseur préféré. Ouais, c'est vraiment un super joueur. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui l'ont encore jamais vu, c'est un profil de défenseur. C'est un très grand défenseur, rapide, robuste, pas très technique non plus. Faut pas exagérer, hein, sinon il serait pas. Il est défenseur. Hein. Voilà. Après il est défenseur, donc c'est pas forcément la qualité qu'on lui demande, mais voilà, s'il joue dans une équipe qui demande un défenseur relanceur, c'est pas le profil, mais en tout cas, voilà, il est très robuste, il est très grand, il s'impose beaucoup, il marque souvent. Ça, c'est important quand l'équipe est en danger, un peu à l'image de Gérard Piqué au Barça, ils le font monter à chaque fois. L'année dernière, je l'ai vu notamment mettre un doublé. C'est assez improbable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui donne le billet au Costa Rica pour la Coupe du Monde, puisque voilà, lors d'un scénario extraordinaire, le Honduras menait au Costa Rica 1-0. Il fallait un seul point au Costa Rica pour être qualifié. Et 94e minute à centre de Brian Ruiz. Et évidemment, c'est Kendall Watson qui met un coup de tête ravageur pour donner la qualification au Costa Rica. Et qui élimine les États-Unis. Et ouais, bon. Il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le match. Il y a aussi le match très très bizarre au Panama. Voilà. Non, mais selon moi, le Costa-Ricain qui a réellement éliminé les États-Unis, c'est Marcos Ureña au match face aux Américains au New Jersey. Là. Il a marqué 2 buts et c'était un petit peu. Alors c'est vrai que même si ça suit pas un peu le cours de ce qu'on avait prévu, c'est vrai que si on peut parler un peu de ce match justement entre les USA, la sélection des USA et le Costa Rica, c'est vrai que ça reste le match référence pour le Costa Rica, du moins pour cette nouvelle génération. Je dis nouvelle génération, mais c'est vrai qu'elle n'a pas énormément changé comparé à celle de 2014. Mais en tout cas, ça reste le match depuis la Coupe du Monde, vraiment pour moi référence du Costa Rica. C'est le match le plus abouti de A à Z, défensivement, offensivement. Si vous parlez d'un match à voir ou à revoir pour vous faire une idée du Costa Rica, il faut vraiment trouver ce match contre les États-Unis en qualification de la Coupe du Monde pour vous donner une idée de ce que vous allez avoir à la Coupe du Monde, quoi. C'est vraiment, ça a été vraiment un match vraiment de A à Z maîtrisé par le Costa Rica. D'ailleurs, je pense que vous, suiveurs de la sélection américaine, vous avez dû ne pas reconnaître votre équipe parce que tellement elle a été battue dans tous les domaines, quoi. Non, mais en fait, juste à la fin des qualifications, là, les États-Unis n'étaient pas reconnaissables avec Bruce Arena, qui, je crois que son temps en tant que sélectionneur, là, il est temps d'aller à la retraite pour un des plus grands pionniers de soccer aux États-Unis. Ouais, je sais pas, enfin, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, bon, c'est un autre débat, mais voilà, il n'a pas été aidé par Klinsmann non plus. Débat sélection qui va partir. Mais Greg, on t'a également invité là, pour avoir des nouvelles des anciens de la MLS. Je pense de mémoire là, à des joueurs comme Christian Bolaños ou Johan Venegas. Ouais. Alors, Christian Bolaños, son cas est un peu particulier. Alors, je vais commencer par lui. Je t'avais d'ailleurs posé la question, Anto, si j'ai pas de mémoire, à son arrivée, quand la signature a été officialisée. Je t'avais demandé pourquoi est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il est cramé? Tu m'avais dit non, je pense pas. Et il a mis énormément de temps à revenir physiquement. Il n'a pas joué un match titulaire jusqu'à mi-février. Son premier match en tant que titulaire, c'est contre Liberia qui est relégué, donc c'était vraiment pas un gros match du tout. Il est titulaire. C'est juste avant le match aller contre l'América. Et moi, honnêtement, physiquement, je le trouve vraiment pas présent. J'ai vraiment
hâte qu'il revienne à son meilleur niveau parce que vraiment, le Costa Rica va en avoir besoin pour la Coupe du Monde. Et pour l'instant, si on a ce Cristian Bolaños-là, il ne va pas jouer souvent, vraiment. Donc j'espère qu'il va revenir, mais pour l'instant, ça semble quand même compliqué. Pour le deuxième, tu m'as dit c'est Yohan Venegas, Ouais. qui vient lui aussi, pardon, je crois, également de Minnesota, si je ne dis pas de bêtises. Où il a joué avant de revenir à Saprissa. Enfin, il a joué. Il n'a pas beaucoup joué. C'est pour ça qu'il est revenu. Et d'ailleurs, un peu comme Bolaños, alors il y a eu beaucoup de retours. Il y a aussi Ariel Rodriguez, mais il ne fait pas partie du débat puisqu'il est en MLS, mais il est revenu à Saprissa. En fait, ils font partie de ces joueurs qui sont revenus au pays pour avoir une chance dans la sélection, parce que clairement, ils étaient en danger dans leur club précédent. Donc là, pour l'exemple de Venegas et Bolaños, ils étaient en danger en MLS. Donc, ils ont décidé de revenir au pays pour avoir plus de temps de jeu et un peu plus de visibilité pour le sélectionneur. C'est pas bien le cas, je vous ai expliqué, pour Bolaños. En revanche, pour Yohan Venegas, c'est très bien, quoi. Son retour est très apprécié, très notable. Ça joue souvent, ça joue presque tous les matchs titulaires. Donc c'est un bon retour. C'est un bon retour pour Venegas et je pense qu'il ne va pas rester longtemps à Saprissa. Moi, je pense qu'il est simplement revenu pour la Coupe du Monde et qu'il peut repartir cet été. OK. Et selon toi, là, ce serait qui les prochains Costa-Ricains à aller en MLS, les plus grands potentiels? Ouais, dur. difficile. Ta question est très difficile. Je te dirais, moi j'ai un petit attaquant sous le coude qui est très très bon du côté de Herediano, Yendrick Ruiz. Voilà, que j'aime particulièrement. Il score souvent, donc si quelqu'un en MLS cherche un neuf, ils peuvent y aller les yeux fermés. Après, je te dirais Daniel Colindres, même s'il est un peu vieux, 33 ans, c'est vrai qu'il fait une super saison. Non, il faudrait quand même que le MLS se penche sur David Ramirez. David Ramirez, c'est un jeune costaricien qui a 24 ans quand même. 26 ans, pardon, 26 ans. Mais il a eu plusieurs expériences pas très concluante en Europe. Il est passé, alors si je dis pas de bêtises, au Moreirense au Portugal et à Evian Todangayar en France. Donc c'est vrai que voilà, ça fait rire quelqu'un. Evian Todangayar, c'est juste un nom, voilà. Des souvenirs. Exactement, un nom que j'ai ressenti un peu nulle part, mais c'est vrai que voilà, il a eu des expériences très mauvaises en Europe, mais je pense que David Ramirez, il ferait pas du tout tâche dans une équipe de MLS, mais pas du tout. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de tous ces Costariciens qui sont revenus au Costa Rica pour essayer de jouer la Coupe du Monde. Et Ouais. quelles sont leurs chances à la Coupe du Monde? Enfin, je pense qu'ils ont une chance de sortir total. de leur groupe. Ils sont qui dans leur groupe aussi d'ailleurs? Je pensais que tu parlais des joueurs qui sont revenus. Est-ce qu'ils avaient une chance de jouer? Non, désolé. Alors dans le groupe, on retrouvera la Suisse, la Serbie et le Brésil. Donc bon, autant vous dire qu'au Costa Rica, on était content et pas content du tirage. Moi, j'ai eu deux versions. J'ai eu la version, on est content parce que l'ADN du Costa Rica, c'est d'être toujours l'outsider, d'être toujours le petit. En 2014, je rappelle le groupe Uruguay, Italie, Angleterre. Le Costa Rica finit premier de ce groupe-là. Voilà, c'est vraiment dans l'ADN de ce pays. C'est d'être toujours un peu rabaissé par les Mexicains, par les Américains, parce que c'est comme ça. Le Mexique et les États-Unis sont plus gros que le Costa Rica, donc on les prend pas souvent au sérieux. Et du coup, sur la scène mondiale, c'est à peu près la même chose, puisque on les prend jamais au sérieux quand on les voit, et eux opposent une adversité très, très, moi je trouve très bonne. En 2014, ils sont très bons, que ce soit contre l'Italie, contre l'Angleterre ou même contre l'Uruguay, même après contre la Grèce. Ils ont quand même un bon niveau, même si tu les sens un peu fatigués. Surtout le plus beau match, c'est contre les Pays-Bas, où en 2014, ils font quand même une belle prestation, ils se sont sortis en penalty. Mais là, pour parler de 2018, c'est vrai que face à des équipes qui sont joueuses, je pense notamment à la Suisse et au Brésil, ça va être super intéressant de voir le Costa Rica. C'est vraiment une équipe de contre, c'est vraiment une équipe qui aime pas faire le jeu, donc face à une équipe qui va prendre le jeu à son compte. Et je pense que la Serbie même va prendre le jeu à son compte. Le Costa Rica a toutes ses chances. Alors après, évidemment que le Brésil est archi favori de ce groupe, évidemment. Mais ensuite, je vois quand même
je vois quand même une ouverture assez intéressante entre les trois autres pays, que ce soit la Suisse, la Serbie ou le Costa Rica. Dur de dire l'ordre dans lequel ça va le finir. Après, je ne connais pas vraiment le niveau de la Serbie, je connais un peu le niveau de la Suisse. La Suisse, pour moi, serait normalement le deuxième favori, mais le Costa Rica n'a pas à rougir et de la Suisse. Vous l'avez ou pas? N'a pas à rougir de la Suisse ou de la Serbie, qui jouent tous les deux en rouge. Ouais. C'est pas grave. Voilà, je fais des blagues nulles, mais ça passe. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même une carte à jouer lors de ce mondial. Après, c'est peut-être mes yeux de costaricien qui parlent, mais je pense que vraiment, tu peux sortir de ce coup. Eh bien, Greg, on te souhaite une année 2018 à saveur de 2014 pour toi. Merci. Merci énormément pour ton temps dans ce podcast et on espère te voir très bientôt dans un nouvel épisode. Merci de m'avoir invité et puis bonne chance en Ligue des Champions parce que j'ai vu que ça avait bien commencé. Ah oui, on domine le Mexique, c'est trop facile. Ouais, on va se prendre 3-0 à chaque fois, mais bon. Ouais. Nicolas Cougo vient d'exploser son ordinateur. Voilà. Pour le moment, on est confiant là. Ouais, tant mieux. Et est-ce que le petit taureau en Ligue des Champions est toujours dans la course ou il s'est fait exploser Je crois qu'ils sont fait exploser. Faut que je regarde parce qu'il avait écrit, mais ouais, ça va être compliqué pour lui. De toute façon, c'est compliqué pour qui que ce soit qui est contre un Mexicain. C'est sûr. Bah écoutez, en tout cas, merci de m'avoir invité et puis continuez parce que les cultures soccer, c'est toujours très intéressant. Ah, merci. Ouais, merci beaucoup. Je vous le dis. Et on te souhaite une bonne saison et merci encore. Pas de souci. Merci, bye. Et on est de retour tout de suite pour faire le moment Il était une fois en Amérique avec Anthony cette semaine. Qu'est-ce qui t'a choqué ou interloqué? Eh bien, moi, qu'est-ce qui m'a choqué, c'est depuis là, quelques temps, là, vous allez me trouver étonnant avec la USL, mais je trouve là, que la USL a finalement une notoriété vis-à-vis les dirigeants MLS, puisque avant, les affiliations étaient beaucoup d'un sens seulement. Tu sais, la MLS prêtait des joueurs. Ouais. Mais depuis l'entre-saison, là, excluant les réserves, bien sûr, là, plusieurs affiliations ont permis d'envoyer des joueurs de Division 2 dans la Ligue majeure américaine. Je pense à Enzo Martinez, qui est parti de Charlotte pour aller au Colorado, qui jouait lors de la dernière journée face à Dwight Glenn. Mm-hmm. Chris Ryan, Luis Felipe et Jimmy Oxford, parti du Reno FC vers San Jose. Et Eric Bird, parti du Rio Grande Valley pour aller à Houston, un gardien qui devrait être troisième gardien ou je sais pas trop quoi. Là. Et Sébastien Ibeagua, parti du San Antonio FC vers le NYCFC. Lui, là, j'ai très hâte de voir s'il peut s'imposer en MLS. Ça a été le défenseur de l'année de la USL. C'est vraiment un de mes joueurs préférés. C'était un de mes joueurs préférés dans cette ligue. Mais également, là, la USL, là, on voit que c'est vraiment des joueurs de talent, puisque même s'il n'y a pas d'affiliation, des équipes réussissent à envoyer des joueurs en MLS. Je pense à Mitch Hildebrand, qui est parti du FC Cincinnati pour Atlanta. Marc-Anthony Kay, l'espoir canadien, qui est parti de Louisville City pour aller au LAFC et même a joué lors du premier match. Je me souviens plus s'il a joué lors du deuxième. Je sais plus non plus. Mais c'est vrai que en fait, tu as aussi des clubs très puissants. Voilà, on pense à tous les clubs qui ont essayé de rentrer en MLS et qui sont en cours de procession d'expansion ou alors qui ont raté leur rentrée, mais ils ont quand même des grosses infrastructures. Voilà, Tampa Bay, Phoenix, Cincinnati, Sacramento, il y a des clubs à gros potentiel, sans parler de Nashville. Oui, mais dans la liste des joueurs qui sont allés de USL à MLS, à part Mitch Hildebrand, c'est pas des équipes qui sont... Oui, ils sont talentueuses, mais c'est pas des équipes qui ont un projet dans la MLS à court terme. C'est pas des équipes qui ont été choisies. Donc, je trouve que c'est vraiment une avancée
pour le soccer nord-américain. Là, et si peut-être que même là, s'il y aurait des pro-relégation, peut-être que même là, il y a des équipes USL là, qui ne feraient pas si mal que ça en MLS. Quand on voit que Minnesota est arrivé en MLS avec un club de Division 2. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de potentiel dans cette Division 2 américaine à suivre donc. Moi, je vais parler de mon moment aussi d'études fois en Amérique qui concerne les divisions inférieures, mais qui concerne surtout un club qui est mort. En fait, c'est pas quelque chose qui m'a choqué cette semaine, c'est quelque chose que j'avais repéré pour la pré-saison, mais j'avais vraiment envie d'en parler. C'est une petite vidéo qui a été tournée à Fort Lauderdale. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, il y avait un club de NASL qui s'appelait Fort Lauderdale Strikers, qui était une reprise d'un club de NASL des années 70. Et une vidéo prise par Ali Alberto Hassan sur Twitter, que j'ai épinglé aussi sur mon profil si vous voulez la voir, montre le stade des Fort Lauderdale Strikers, donc un stade qui n'est plus utilisé depuis que l'équipe est partie de NASL, parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Et donc, ce stade est à l'abandon, mais alors je suis une légende, voilà, avec Will Smith. C'est un peu ce genre de délire, c'est que le stade est complètement vide, il y a de la terre qui est passée partout, sachant que voilà, le club est parti en 2016, il y a 2 ans, même pas. Et c'est vraiment un stade à l'abandon, c'est triste de voir ça, un grand stade, beau stade, rempli de fougères, de buissons, d'arbustes. La vidéo est assez choquante. Alors que voilà, ça a été fermé il y a 2 ans, mais ils n'ont pris aucun soin du stade. Et je ne sais même pas si la pelouse sera réutilisable un jour, vu l'état dans lequel elle est. C'est une vidéo assez choquante et qui montre où le soccer états-unien est avec tous ces problèmes de fermeture et d'ouverture de franchise tous les ans. Voilà. Ça crée des problèmes comme ceux-ci, mais je crois que surtout là, le plus grand problème, c'est que quand tes supporters commencent à s'attacher à ton stade, à ton équipe, et que du jour au lendemain, tu t'en vas, tu crées un vide, et ça, c'est vraiment pas bien pour le développement du soccer, de créer des vides pour les supporters, parce qu'ils se sentent trahis. Tu sais, en Europe, c'est très rare que ça arrive, là, qu'un club est discontinué, là. Ouais, non, c'est un truc. Alors que pourtant, les Strikers, c'était quand même une équipe populaire dans les années 70-80, et puis que même quand ils sont revenus à NASL, ça allait. Mais voilà, ils avaient juste pas l'argent de continuer dans la ligue. Et ouais, c'est quelque chose d'assez choquant à voir en vidéo. Voilà, sur ce, je crois qu'on va s'arrêter ici. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi, Antoine. On vous incite, comme d'habitude, à checker nos comptes Twitter, à nous rejoindre dans notre équipe Fantasy, à écouter les autres podcasts du week-end opposé sur l'Australie, l'Afrique, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et vous pouvez aussi passer regarder le magazine numéro 2 du week-end opposé qui est sorti sur le site internet du week-end opposé, avec une grosse partie NASL des années 80, c'est-à-dire l'histoire de la première ligue des soccer des États-Unis, une ligue qui a fait des joueurs comme Beckenbauer ou Pelé, et qui est une lecture très intéressante puisqu'elle est aussi accompagnée d'une petite interview. Donc un magazine à vous procurer si vous avez envie de vous intéresser à l'histoire de l'Amérique du Sud. Sur ce, on vous retrouve la semaine prochaine. On souhaite bonne chance aux clubs de MLS qui sont en Ligue des Champions face au club mexicain. On espère qu'après 3 victoires, ils vont pas tout foutre en l'air et perdre les 3 manches. Et voilà, merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à commenter, à réagir, à retweeter, à partager. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup. À la prochaine. Yeah, so come and take it all from me. Yeah.